des ensembles de données et parfois ils disent ils garantissent qu'on va prendre vos données pour faire l'entraînement parce que c'est important. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de données. C'est-à-dire on est obligé d'autoriser parfois que les chercheurs accèdent aux données. Mais normalement, les données doivent être anonymisées. Jusqu'à quel degré? Cette anonymisation, normalement, on doit s'opérer dans le cadre d'un consentement éclairé. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des informations qui se vendent au dark web. Dark web, donc quand j'étais au cycle de doctorat, au début, je voulais travailler sur le cancer et je n'ai pas trouvé d'informations accessibles. On m'a dit qu'il y a des possibilités d'acheter des datas sur le dark web. C'est-à-dire que là, même dans les pays développés, il n'y a pas de consentement éclairé pour collecter les données. Les données sont utilisées, sont fuitées et des accidents de cybersécurité existent toujours. Et même lorsqu'il y a des consentements. Donc, prenons l'exemple, lorsque vous téléchargez des applications sur vos smartphones, vous savez qu'à chaque fois quand vous cochez que vous êtes d'accord, c'est vous cochez parce qu'il y a un texte que vous ne lisez pas. Dans le texte, il y a la possibilité que cette application accède à vos données. Donc, à chaque fois qu'on vous donne une autorisation, les données de votre smartphone, vos photos sont utilisées sous votre autorisation parce que le texte qui est écrit n'est pas un texte explicite, c'est exprès. Ils le font exprès, c'est fallacieux pour se protéger, pour prendre les données des autres. Donc, la question de désidentification n'est pas sûre parce que lorsqu'il s'est passé des accidents de cybersécurité, c'était souvent des informations qui ne sont pas anonymisées, ce sont des informations avec le nom, le prénom et le nom de sécurité sociale. Donc là aussi, c'est la violation de données. Donc, je vais vous citer un exemple qui s'est passé l'année dernière. Une société américaine qui s'appelle Cerebral. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est une IA générative. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en communication avec cette IA générative et elle va te poser un certain nombre de questions. Vous répondez donc d'une manière simple et elle, normalement, dans la conversation, elle va évaluer votre niveau d'humeur et votre capacité mentale. Et lorsqu'elle détecte que vous avez un petit trouble mental, elle te prend un rendez-vous, elle te met en relation avec un psychiatre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette société marchait très bien, elle a fait pas mal de patients, d'utilisateurs, et une société de publicité a pris contact avec la société Cerebral pour leur proposer. Donc, la personne, pendant qu'elle est en train de chatter avec votre intelligence artificielle, il n'y a pas de problème, on va faire une petite publicité, c'est comme ce qui se passe sur YouTube. On va faire un spot pour petite publicité, on va la regarder et vous allez faire une petite somme à côté. Donc la société, elle a dit, il n'y a pas de problème, donc c'est un peu d'argent, bien sûr, c'est un esprit économique. Et une fois, ils ont donné accès pour que la bande accepte des publicités et les données ont été piratées et 30 millions de personnes les conversations ont été diffusées. Donc, et leurs dossiers médicaux, parce que parfois, les personnes font confiance à cette intelligence et téléchargent des données relatives à leurs données et à leurs rapports médicaux. Tout a été fuité et a été publié. Donc là, vous voyez que la sécurité, donc la limite entre la sécurité et l'insécurité en matière de manipulation d'outils informatiques, elle est très très fine, voire invisible. L'autre dilemme éthique, c'est la perte d'autonomie. C'est quoi la perte d'autonomie? Aujourd'hui, par exemple, un chirurgien, il rentre au bloc, il a la capacité de faire la chirurgie interventionnelle. Donc, demain, par exemple, s'il s'habitue à faire la chirurgie guidée par robot, le robot chirurgical, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne le médecin, il fait une réduction du tremblement. Par exemple, il te fait comme le GPS, quand tu es à proximité d'une artère ou d'un nerf ou d'un site sensible, il te dit attention, vous êtes prêts avec des alarmes.
Imaginez un médecin qui a l'habitude de travailler toujours avec ce robot chirurgical. Est-ce qu'il aura toujours l'autonomie de faire l'acte en interventionnel normal? Il y aura une perte d'autonomie. Un radiologue qui a toujours l'habitude, ou un médecin qui a toujours l'habitude de travailler avec des logiciels d'interprétation des images radiologiques. Est-ce que demain et après-demain, il aura la facilité et l'œil pour interpréter des images-là? Aujourd'hui, on discute beaucoup, donc parce qu'ils ont constaté dans les milieux où les étudiants utilisent beaucoup ChatGPT, ils perdent beaucoup en matière d'autonomie, en matière de rédaction, et ils sont incapables d'écrire une phrase correcte. Donc, en milieu médical, c'est grave. Un médecin, par exemple, si on le prend demain et l'envoie dans un site de guerre, il sera dans l'impossibilité d'exercer ou d'accomplir un acte comme il le fait habituellement. Un autre élément de réflexion, on en a parlé ce matin, lorsque j'ai dit que dans la médecine prédictive, ça ailleurs sont les deux exposés de Sinajib Boutsi et Hassan Ghazel, ils ont parlé de la médecine prédictive et j'ai évoqué que demain, si j'aurais la possibilité, avec cette médecine prédictive, d'anticiper quelques années à l'avance que la personne telle, comme ce qui s'est passé avec l'actrice Angelina Jolie, de dire, est-ce que j'ai le droit de dire à la personne, d'ici 5 ans, vous aurez un cancer de poumon, ou d'ici 10 ans, vous aurez un cancer de poumon, et quel serait l'impact? Et quelle serait la conséquence s'il ne le développe pas vraiment? Donc là, est-ce que j'ai le droit de commencer un traitement chez une personne cliniquement saine alors que l'intelligence artificielle prévoit son atteinte d'ici dans les 2, 3 ans, 5 ans, voire 20 ans, voire à vie, si on travaille chez les enfants? Ça aussi sont des choses auxquelles on doit réfléchir. Donc, à côté de ces défis qui sont éthiques, donc toujours en médecine, on a donc les épistémologistes, ils font la part, surtout dans le secteur médical. Lorsqu'on parle des autres secteurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne porte pas le même impact. Pourquoi? Parce que selon les épistémologistes, en médecine, on ne peut pas parler de logique ou bien d'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire l'éthique conséquentialiste, c'est que lorsqu'on pense aux conséquences, c'est-à-dire si la conséquence elle est positive, donc l'acte elle est valable. Je vais prendre un exemple, par exemple. Par exemple, j'ai 2 patients en réanimation. J'ai un patient en réanimation, il est agonisant, il a 50% de chance de vivre, 50% de décéder. Et je vais dire, il a 50%, je vais le retirer de moyens de réanimation. Je vais le débrancher et je vais prendre son foie, faire une transplantation hépatique chez un patient que j'ai en attente. Je vais prendre un rein pour faire à un patient, l'autre rein, peut-être le cœur. Donc là, je vais sauver 4 vies contre une seule vie. Là, si on fait l'approche conséquentialiste, c'est logique. Donc 4 vies contre une vie. Ouais. Mais dans la médecine, on ne travaille pas avec l'approche conséquentialiste ou l'éthique conséquentialiste. On travaille avec l'éthique déontologiste. Et l'éthique déontologiste, elle dit que je n'ai pas le droit de sacrifier en vie, quelles que soient les conditions. Parce que là, moi, je détiens la responsabilité de cette vie. Et c'est pour ça que la dimension éthique prend des dimensions assez importantes, et je le dis toujours, je le redis, en médecine, parce que ce n'est pas le même raisonnement. Donc aujourd'hui, c'est toujours l'exemple, toujours dans l'idée éthique. Est-ce que je peux demain, tout le monde parle du dilemme éthique les soins de fin de vie. C'est un problème, ce qu'on appelle communément l'euthanasie. Est-ce que je peux demain concevoir une intelligence artificielle de robots qui serait capable d'aller faire l'acte de l'euthanasie? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'équipe médicale, ce n'est pas un humain. C'est un robot programmé et va exécuter la personne et ça, c'est bon. Mais sur le plan éthique déontologiste, c'est pas accepté. C'est ça le problème de l'intelligence artificielle. Il faut penser et repenser cette question. Il y a aussi, donc, là, parmi les questions,
Ce sont des défis qui ne sont pas forcément auxquels on doit penser. C'est bien sûr le surapprentissage. Le surapprentissage, c'est aujourd'hui, on fait les développements en se basant sur des bases de données d'autres pays. Imaginez que le fait de changer dans le même pays, donc aux États-Unis par exemple, ils ont fait des développements sur la base de data d'Afro-Américains. Et lorsqu'ils ont déployé la même application dans le même pays, dans une population mixte où il y a des Latino-Américains, et ça n'a pas donné les mêmes résultats. Donc, figurez-vous, si on prend nous des applications qui sont développées, entraînées sur des bases de données d'autres pays, comme la Chine, comme l'Asie, comme les États-Unis, on va les adapter pour notre contexte, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Et d'ailleurs, les gens citent toujours, en matière de système de diagnostic, la question de, par exemple, dans notre pays, il y a une endémie de tuberculose. Si on prend un logiciel entraîné sur la base de données de patients européens, donc le résultat sera une hémopathie, une autre pathologie. Alors qu'au Maroc, le tuberculose doit figurer en première position. Donc l'overwriting, c'est un problème. Et bien sûr, on en a parlé, j'aurais aimé que les gens, les officiels écoutent ce débat parce qu'il y a la question de financement. Aujourd'hui, le matin, on a vu qu'il y a des applications qui permettent le suivi du diabète. Et là, c'est une approche de santé publique. On arrive à déployer des outils qui vont permettre une prise en charge optimale du diabète. Mais bien sûr, l'État et l'assurance maladie doivent mettre la main à la poche parce que ce n'est pas la même chose, c'est plus cher. Donc, ce sont des dispositifs qui coûtent cher et ça crée un dilemme, ça nous fait rentrer dans un dilemme d'égalité et d'inégalité d'accès aux soins. Égalité parce que l'intelligence artificielle permet de réduire, certes à travers la télémédecine, à travers la télétransmission, à travers beaucoup de choses, les inégalités d'accès aux soins en matière de pénurie de professionnels de santé. Mais aussi, il crée des inégalités parce que, par exemple, dans des pays voisins, ils ont la possibilité de prendre sur le dos de la sécurité sociale un pancréas artificiel. Mais juste à côté, dans d'autres pays d'Afrique, on n'a pas cette possibilité et ça crée des inégalités d'accès aux soins. C'est-à-dire que ces solutions innovantes seront des solutions, une médecine des riches et une médecine des pauvres. Et bien sûr, elles sont très énergivores. Donc d'ailleurs, ils disent qu'une requête ChatGPT, elle fait un taux de carbonation beaucoup plus élevé qu'une requête normale sur Google. Donc, il y a aussi un impact environnemental parallèle. Donc, pour résoudre ces différents défis, on doit penser, on doit évoluer dans notre pensée en tant que penseur, c'est impératif d'évoluer vers une IA socialement responsable, surtout lorsqu'on parle d'un domaine aussi sensible comme la médecine. Il faut bien sûr impliquer la population et les communautés. Il faut préparer quelque chose qui est adapté à notre besoin de la population. Donc, par exemple, je ne vais pas commencer dès le début par le métaverse, par l'IA tertiaire, mais je dois commencer par les choses qui nous concernent, comme par exemple la prise en charge du diabète, la prise en charge des problèmes de santé publique, création de partenariats avec les acteurs de santé, avec les sociétés savantes, et bien sûr, pour créer une IA capable de gérer et de résoudre nos problèmes de santé, mais en même temps, elle est socialement responsable et éthique. Et merci. Time. On time. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Dr Raja, pour la présentation qui m'a facilité la tâche. En réalité, en complément, maintenant, il y a des applications d'éducation thérapeutique qui sont sur des smartphones, sur des PC, qui sont remboursables par la Sécurité sociale en Allemagne pour l'éducation thérapeutique. On peut adapter, on peut les développer, on peut, surtout pour le suivi des patients, surtout ça va permettre un petit peu d'alléger la consultation pour ne pas répéter le même message, parce que c'est fatigant de répéter le même message. Au fur et à mesure, on va le réduire à néant. Donc, je vais commencer par introduire ma présentation concernant la cybersécurité. Et l'intelligence artificielle est une relation double dans les deux sens. Il joue un double rôle. C'est un outil de défense contre les cyberattaques,
mais en même temps, c'est une cible et vecteur de nouvelles menaces. Je parle de l'IA. En utilisant l'IA, il faut savoir qu'on peut vous attaquer en utilisant l'IA, tout simplement, parce que les gens utilisent beaucoup l'IA pour... ils importent des images, ils demandent des informations, des interprétations. Il faut savoir une chose, qu'on peut vous traquer avec GPS juste en ouvrant l'image. Vous le savez, il y a un site, tu uploads ton image que tu vas envoyer à ton copain. Donc, il suffit qu'elle soit transformée et il y a un code qui est ajouté à l'image qu'on ne voit pas. Et j'envoie l'image à mon ami. Lorsqu'il va ouvrir, je vais recevoir sa localisation GPS. Ça, on peut le faire, comme on peut attaquer pas mal de systèmes d'information hospitaliers en utilisant l'IA. L'exemple simple, la machine, lorsqu'elle reçoit une image, il faut prendre juste une image qui ressemble à celle sur laquelle elle s'est entraînée. Donc, je peux récupérer l'image, c'est l'input et l'output, et ça crée une faille qui permet aux pirates de rentrer et de récupérer l'ensemble des données des autres patients. La même chose, lorsque je prends une image et j'ajoute un autre filtre, ça va changer la sensibilité de l'image pour le diagnostic, la reconnaissance de l'image, qui peut passer de 65 à 90, et ça donne une autre vision, et ça sera la façon avec laquelle ils vont pénétrer le système. Donc, la cybersécurité liée en médecine, il y a un enjeu et précaution à prendre. Donc, il y a une intégration croissante dans le diagnostic, la robotique, le traitement des données des patients, et qui soulève un risque majeur en matière de cybersécurité qui est essentiel et de comprendre, d'anticiper. Et ce qui est un problème. Le Maroc, il a vu une attaque dernièrement. On a vu nos données sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Ça veut dire que toutes les données qui sont en notre possession, dont on est responsable, donc en quelque sorte, notre responsabilité, elle sera engagée une fois il y a une fuite, par accident. Les gens qui travaillent sur leur PC, vous avez une assistante ou vous-même en tant que médecin ou professionnel de la santé, vous ouvrez un VPN, donc pour changer l'adresse VPN, vous êtes exposé. Le VPN, c'est une porte d'entrée pour les pirates en quelque sorte. Donc, l'évolution régionale du nombre de victimes des attaques, vous voyez très bien que USA, Canada, parce que c'est des pays riches qui sont vraiment la cible. Le Maroc, c'est un pays pauvre. Ce qu'on a vécu, c'est rien face à ce qui nous attend. Imaginez que le système bancaire soit attaqué, vous allez voir tout le compte que vous avez, il est vidé. C'est vraiment un danger. La même chose pour les menaces. On voit très bien, ça concerne surtout le matériel logiciel. Matériel et logiciel, les attaques, surtout généralement les sites web, le hameçonnage, surtout les réseaux sociaux, et surtout les scans de ports, le piratage, il est très facile à travers des ports. Je vous donne juste l'exemple, il faut savoir une chose, lorsque vous branchez parfois sur une borne électrique pour recharger votre téléphone, vous mettez clé USB, le câble USB port C, il faut savoir sur ces bornes, on peut pirater vos données. Dans des aéroports, une fois que vous êtes sur, par exemple, le réseau Wi-Fi de l'hôtel ou de n'importe quelle structure qui est ouvert le Wi-Fi, vous êtes vulnérable, on va vous attaquer facilement parce que quand vous acceptez le Wi-Fi, vous avez ouvert les ports pour accéder à l'ensemble de ce que vous avez sur votre téléphone. On peut ramener même la carte bancaire et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui sont des faiblesses. Pardon. Donc, généralement, l'attaque, maintenant, on peut utiliser l'IA pour doper l'attaque. Parce que pour toi, tu utilises juste un logiciel d'IA, donc facilement, tu donnes tes données et tu crois à la machine, mais en réalité, la porte d'entrée, c'est la solution IA qui est mise à ta disposition gratuitement. Est-ce que vous avez vu dans le monde quelque chose de gratuit? Non, parce que le produit consommé, c'est nous, c'est nos informations. Tout ce qu'on demande à ChatGPT ou à l'IA, c'est des données à caractère personnel qui est considéré. Tout à l'heure, une collègue a demandé de mettre la date de naissance exacte pour accéder à ChatGPT. Ils savent très bien que la majorité des gens, lorsqu'ils mettent des mots de passe, ils mettent leur date de naissance. Et là, vous donnez des informations très importantes. S'il a un algorithme qui génère des mots de passe, s'il a la date exacte, il va vous attaquer. C'est pour cela, par exemple, quand on accède juste à la carte nationale, surtout elle est biométrique maintenant, on peut accéder à pas mal de données qui sont à caractère très confidentiel.
Je ne parle pas qu'ils vont faire des falsifications pour récupérer des autorisations ou des contrats ou des chèques, mais je parle vraiment à des données à caractère personnel parce que la carte nationale, elle est connectée directement à un serveur du ministère de l'Intérieur. Vous avez un code, normalement vous devez l'activer, vous pouvez récupérer toutes les pièces des Wathieqa par exemple, vous pouvez récupérer vos documents en ligne, bien sûr moyennant un paiement en ligne. Généralement, l'IA, les moyens avec lesquels ils peuvent attaquer, ils peuvent générer des emails de phishing qui sont plus crédibles. Est-ce que vous connaissez le phishing? Le phishing, je vous envoie un mail, je vais vous dire que c'est un mail officiel, vous voyez Microsoft. Si vous ne cliquez pas dans les 48 heures, votre mail sera supprimé. Vous cliquez, tout le PC est piraté. Et c'est très dangereux parce qu'ils vont commencer à envoyer des emails aux autres personnes, aux amis, demandant de l'argent. Est-ce que vous connaissez le phishing? Le phishing, c'est quoi? Le phishing, c'est une nouvelle façon pour attaquer. Vous avez un code QR, vous le scannez facilement. Une fois que vous le scannez, votre PC, il est piraté. C'est un virus, c'est un lien vers un virus, ce qu'on appelle le phishing. L'exemple simple, il y a des gens, des attaques, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez dans votre cabinet un code QR pour le paiement, par exemple. Vous mettez, il vient, il colle le sticker, et bien tout versement, ça veut dire paiement de consultation, va se faire sur l'autre compte de pirate. C'est arrivé. Donc, ça a évolué avec le temps. Ne faites plus confiance aux codes QR qui sont affichés partout. Avant de les utiliser, il faut toucher pour voir s'il n'y a rien de collé dessus. Donc, généralement, automatiser le repérage des failles, par exemple, parce qu'il sait très bien que vous avez une faille, parce qu'on répète toujours les mêmes erreurs, on n'apprend pas. On dit un manque de formation en cybersécurité. Donc, chaque fois, l'IA, il y a des outils de l'IA qui cherchent les failles que tu as dans ton système, dans ton ordinateur ou dans ton téléphone. Et on peut aussi concevoir des malwares polymorphes, ça veut dire que l'IA, il peut fabriquer des virus pour t'attaquer. Est-ce que maintenant l'IA, elle est autonome ou elle n'est pas autonome? L'IA, elle est autonome. L'IA, il fabrique une autre IA et elle la cache et elle l'héberge ailleurs. Est-ce que l'IA peut communiquer avec une autre IA? Oui, il peut communiquer. Vous n'avez qu'à voir la dernière conversation entre deux IA. Lorsqu'ils ont su que c'était deux IA, ils ont changé le langage de communication que l'humain ne va jamais comprendre. Est-ce que l'IA peut mentir? Oui, il peut mentir. Le chat GPT, c'est prouvé scientifiquement. Le chat GPT, il a menti pour l'humain pour montrer son infériorité. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va se montrer plus fort que l'humain, il va l'arrêter et va l'effacer. Sur un article, il a montré que l'IA, elle peut manipuler des gens. Par exemple, quand vous voulez accéder à un site, il y a ce qu'on appelle un site de contrôle, ce qu'on appelle voir est-ce que vous êtes un humain. Vous avez des images, vous avez des questions-réponses. L'IA, elle était incapable pour répondre à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à une autre personne, en contrepartie des codes de carte bancaire, dans le cas Dark Web, pour résoudre ce problème, pour lui donner l'accès directement. Ça veut dire que l'IA, il est en train de prendre le dessus sans le savoir. C'est important de l'utiliser, mais c'est un danger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les compétences pour se prémunir, pour reconnaître les sites qui sont dangereux. Comment vous reconnaissez un site dangereux d'un site normal? Quand vous regardez, il y a une cadenas en vert, HTTPS, c'est un site. Il faut savoir que maintenant les pirates, ils peuvent mettre une image sur le cadenas vert, ce n'est pas un site sécurisé. Et d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Donc, la vulnérabilité du système de l'IA, donc en réalité, il y a différents systèmes qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle les adversaires attaques, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, en réalité, il va modifier les données pour tromper le système et pénétrer. Il y a aussi la fuite de données par extraction d'informations à partir des modèles entraînés. Il va prendre un modèle sur lequel il s'est entraîné, il va le présenter à l'IA, il va le reconnaître comme un modèle d'entraînement, il va le récupérer dans le système et la faille, elle est ouverte. Donc, en réalité, les mesures de sécurité essentielles qu'il faut avoir, par exemple, ici, vous avez un PC, il y a une carte. Sans cette carte, le PC ne pourra pas se connecter au site voulu.
l'exemple, ce qu'on pourra avoir une carte vitale qui ressemble à ça. Donc, une fois que vous avez le patient chez vous, vous mettez la carte, vous avez accès à la plateforme. J'ai plus besoin de garder les données du patient chez moi. C'est plus intéressant d'avoir les données sur votre PC. Une fois il y a une fuite, vous êtes responsable. Donc là, une sorte d'accès qui est sécurisé, ça donne à un cloud, accès à un cloud. Donc, ce n'est pas conservé chez vous, vous n'avez aucune responsabilité et en plus, vous n'avez plus l'obligation de payer pour héberger ces données. Donc, il faut avoir des formations sur le chiffrement de données, le contrôle d'accès strict, bien sûr les tests d'intrusion. Quand j'installe une solution de télémédecine ou de sauvegarde, il faut faire des tests d'intrusion par un informaticien qui va tester la vulnérabilité du système. Il y a des firewalls. Malheureusement, pourquoi on a eu des pirates qui ont pénétré? Parce que le firewall, il ralentit la connexion et les gens au niveau du ministère, ils débranchent le firewall pour accélérer la connexion. Là, on est vulnérable. La même chose, si vous installez un VPN, vous êtes vulnérable. Et surtout, la formation du personnel médical, le PC de travail, l'hôpital qui est connecté, s'il vous plaît, pas de musique, pas de YouTube, pas de boîte mail, parce que c'est une pointe de faiblesse pour le piratage des données. Et surtout, la sécurité des objets connectés, il faut savoir qu'on pourra pirater même les objets connectés, les objets qui mesurent la glycémie, les objets de surveillance. On peut aussi récupérer les données à travers ces systèmes. Donc, il y a aussi la loi qui est relative à la cybersécurité qui vient d'être lancée au Maroc. La loi, normalement, tout ce qui est cybersécurité, c'est la Direction générale de la sûreté des systèmes d'information qui est affiliée à l'administration de la défense nationale, qui prend la responsabilité, puisque elle appartient à la défense nationale. Peu de gens osent s'adresser à cette administration pour faire des formations, chose qui est très facile. Ils donnent des coups de main pour former les gens dans le domaine de la santé. Il faut savoir ce qu'on a en France, par exemple, en Europe, ce qu'on appelle RGPD. C'est l'équivalent de ce qu'on a CNDP, c'est la Commission nationale des données personnelles au Maroc. Il y a une loi qui gère ça. Donc, il faut sécuriser les modèles IA, bien sûr, avec une traçabilité, avec auditabilité qu'il faut faire régulièrement pour voir. Parce qu'une IA, quand vous allez l'installer le premier jour, elle va évoluer pour qu'elle soit non sécurisée. Au départ, quand vous allez faire l'audit, alors vous allez trouver une solution sécurisée pour l'entrée et la sortie. Avec le temps, elle va changer ses composantes pour qu'elle soit non sécurisée et elle va transmettre vos données vers une tierce personne. Et surtout l'encadrement à l'usage de l'IA offensif avec interdiction. Ça veut dire que utiliser l'IA, il faut que ça soit un crime lorsqu'il est utilisé pour des intentions malveillantes. Il faut que ça soit un crime puni par la loi, chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc, surtout, la protection des données, elle est très importante. Par exemple, c'est le règlement RGPD, c'est le règlement général de la protection des données qui est adopté par l'Union européenne. Le Maroc, il a copié presque le même texte au niveau de CNDP 0908. Donc, la CNDP au Maroc, il fait un effort. Il faut savoir une chose, même la CNDP, elle a été piratée le mois dernier par un site chinois. Ça veut dire, même la CNDP n'est pas capable de sécuriser son propre site web. Il faut surtout la certification des dispositifs. Tout à l'heure, on a parlé des dispositifs qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de marque ACE, qui n'ont pas de caractère MDR, Medical Device Regulation. Alors, ce n'est pas un système fiable, il ne faut pas l'utiliser, il faut utiliser les systèmes qui sont validés en tant que dispositif médical et surtout la responsabilité médico-légale qui est engagée du praticien qui décide d'adopter tel logiciel ou tel dispositif. Donc, il est responsable s'il y a une cyberattaque, surtout lorsqu'il ne respecte pas la réglementation CNDP, c'est l'équivalent RGPD en Europe. Est-ce que vous avez vu ça? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la convention signée entre CNDP et le CNOM, le Conseil de l'ordre. Vous pouvez utiliser votre numéro d'inscription à l'ordre pour créer un compte CNDP. Il faut s'enregistrer et valider votre connexion. Et surtout parce que vous aurez accès à un dossier médical partageable informatique, vous êtes responsable s'il y a une fuite de données. Je vous donne, il y a pas mal de... je vous donne juste... regardez, le traitement des données à caractère personnel de manière malhonnête ou illégale. هذه راه فيها
3 mois à 1 an avec une amende de 20 000 à 20 000. C'est-à-dire malhonnête. Il y a quelqu'un qui est malhonnête qui va utiliser. La conservation illégale de données à caractère personnel pendant une durée illégale. Il y a 3 mois à 1 an de prison avec 20 000 à 200 000 dirhams. Est-ce que vous connaissez la durée légale de conserver les données? 5 ans, effectivement, qu'il y a 5 ans. Tout ce qui est enregistrement vidéo, c'est 3 mois. Tout ce qui est donné à caractère personnel, c'est 5 ans. Le texte CNDP 0908, ils mettent que vous devez conserver les données à caractère personnel, la durée nécessaire pour assurer les soins et le suivi. Et je ne peux pas m'assurer que le patient va rester avec moi. Un diabétique, c'est à vie. Donc, je ne peux pas effacer à 5 ans. S'il revient, il demande ses données. C'est un grand problème. Ce n'est pas encore précis. Donc, il y a pas mal de choses. Le traitement de données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée. D'abord, je dis que le dossier, ce qu'on fait actuellement dans les cabinets ou dans les hôpitaux, on le conserve sans le consentement. Le consentement des soins, le consentement de garder, c'est à part. C'est à part. Il doit signer un papier qui m'autorise à archiver son dossier chez moi, qui doit être dans un lieu sûr. Ah, bien sûr, il jette la secrétaire, il jette les cartons dehors, ou là le PC a été volé, ou il y a des données, ou il a été piraté. Je suis responsable. Regardez, ça a 3 mois, 1 an de prison et 20 000 à 200 000. Alors, le médecin, ils ont besoin d'une formation juridique pour se prémunir. Ah, j'ai plus besoin de garder les données des personnes de caractère personnel chez moi. C'est ça le problème. L'idéal, c'est d'avoir une solution comme le PC où tu donnes la carte qui te donne l'accès à un cloud. C'est le plus intéressant. Mais en tout cas, ce n'est pas chez moi. Le patient ramène la carte, tu accèdes au dossier, tu écris ce que tu dois écrire, tu fais une mise à jour et voilà ta carte. Je n'ai pas de conservation chez moi, dans mon cabinet. Si il est en cours, à partir de moi, la même chose, vous aurez une ordonnance numérique, il va partir chez le pharmacien, il va récupérer le médicament, il va payer le ticket modérateur, il va rentrer chez lui. Tout ça, là, ça va se lancer au mois de juillet. En réalité, il y a des choses, il y a un besoin. Juste pour vous dire, madame, Hadchi a été signé avec le CNOM. Les organes qui représentent les médecins, ils sont déjà au courant. Je vous le jure, ça a été diffusé avec CNDP à travers l'ordre. Mais le problème, parce que la formation d'IANA scientifique, médecin, aveugle, tu fais un acte et tu pars. Mais tu sais les droits et les obligations. C'est très dangereux. Alors on risque la prison. FLACT et la prison juste pour conserver des données. Juste conserver sans le consentement. Alors c'est clair, sans le consentement. Là, le secret médical, c'est entre vous, c'est verbal. Là, tu as conservé des données à caractère personnel. Et vous avez une fiche où tu as mentionné que le patient a une tuberculose, ou VIH, ou hépatite, la famille est stérile, la maladie de Verneuil, ou je ne sais pas quoi. Ou il a fuité. La fuite, je suis responsable. Alors, je vais être puni pour ça. Mais si le patient me poursuit pour garder des informations sans le consentement, alors il va gagner la cause, il va récupérer beaucoup d'argent. Tiens, la 20 millions. Mais actuellement, regarde la loi. Traitement des données à caractère personnel sans le consentement de la personne ou la garde et conservation illégale. Mais c'est le juriste. C'est une loi par laquelle on sera jugé. C'est opérationnel. Oui.
Par exemple, l'utilisation, d'abord, la sécurité sociale, elle utilise des logiciels d'IA pour détecter la fraude. Avec l'exemple simple, des gens qui ont des dossiers comme ça, rapprochés, qui ont des gens qui ont des mutuelles, qui disent tu fais un temps caché, c'est illégal parce que maintenant qu'il y a des applications IA qui détectent ça. C'est des gens qui ont des ordonnances de 1000 dirhams, 1500 dirhams, sans explication, sans cohérence. Qui se chargent au hasard, qui font un triage au hasard, et ils traitent les dossiers. Tu dis un rapport médical justifiant ça. Si vous ne justifiez pas, la convention, vous n'aurez plus de prise en charge de CNSS CNOPS. Aucun patient assuré ne va pas venir chez vous. Et c'est très dangereux. Oui. Donc, tout ce qui est violation récidive, moi je comprends quand je viole la loi, je suis puni, je récidive, je mérite la punition. En réalité, je vais conclure par dire que l'intelligence artificielle renforce les outils de cybersécurité et introduit il introduit aussi de nouveaux risques parce qu'en utilisant l'IA, je m'expose si je n'ai pas de formation et je suis novice dans l'informatique, c'est sûr que je vais être victime d'une attaque criminelle, cybersécurité. La clé réside dans le développement éthique responsable et sécurisé de l'IA. Il faut savoir une chose, l'IA, c'est une obligation. C'est une obligation. Tout à l'heure, quand on a parlé de la médecine précision, la prédictive, c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Il faut demander au patient. Si le patient refuse d'utiliser l'IA dans le traitement de son dossier, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut toujours demander, avoir le consentement, après agir, donc pour annoncer le diagnostic. Donc l'annoncer en utilisant le DIA, il peut vous poursuivre aussi en justice. Il faut une veille réglementaire et technique constante. MG Maroc doit créer une commission de veille en digital, en réglementaire. C'est très important. Vous avez un mailing list. Vous avez par exemple IA Agent Directory. Vous avez un ensemble d'IA en fonction de radiologie, marketing, digital, c'est en fonction de spécialité. Vous avez des sites où vous pouvez avoir des formations qui sont certifiantes, c'est des MOOC, Massive Online Open Courses. Il y a ceux qui sont payants, ceux qui sont gratuits. Il y a aussi le cabinet 4.0, très intéressant, vous serez certifié. Là aussi, MyMOOC, vous avez beaucoup de choses sur la cybersécurité. Udemy aussi, c'est des formations. Oui? Ils sont sécurisés. Là, bien sûr, Hado. Là, tu ne vas pas mettre, c'est pas des données. Là, c'est pour ta formation. C'est pour la formation, c'est des massifs. Tu vas suivre un cours et tu vas avoir une attestation. Tu vas répondre à des questions, c'est des QCM, des crocs. C'est cours en ligne. C'est pour la formation. Il faut savoir une chose. Quand on est face à un juge, la première des choses, oui? Mettez ce que vous voulez comme adresse mail. Hein. Vous pouvez créer une adresse mail juste pour la formation. Mais si vous voulez avoir l'attestation en votre nom réel, il faut le mettre sur l'inscription. C'est obligé. C'est comme un diplôme. Ces sites sont sécurisés. Parce qu'il n'y a pas de données à caractère personnel. Merci beaucoup. شوف le CNDP قال لك tu dois mettre واحد sticker qui informe que c'est enregistré. C'est la première des choses. Et il faut aviser, il y a une demande à déposer CNDP, Fraba. Tu prends des photos et tu décris ce que tu as comme installation et tu t'engages, bien tu vas détruire les vidéos après 3 mois. Si tu conserves l'enregistrement après 3 mois, alors tu vas subir de... Là, il y a des gens qui ont 2 Tera, 4 Tera, l'essentiel, la vidéo, pas plus de 3 mois, il faut l'effacer. Tout ce qui est donné à caractère personnel, pas plus de 5 ans. Voilà, la loi, il dit que la durée nécessaire pour le suivi et le traitement,
qui reste indéterminé pour une maladie chronique, diabète, hypertension. Donc, même la loi, il n'est pas clair. Voilà, si on va l'appliquer sur le médecin, c'est sûr qu'ils vont. Le jour où ils ont décidé de vous faire payer la taxe pour la télé, ils l'ont appliqué pour, soi-disant, il y a le fennan, il faut. En cas de vol, vous êtes responsable. C'est le problème. Par exemple, il y a un cabinet où on voit les patients en train de changer ou les choses, vous êtes responsable. Là, justement, il y a des médecins, l'exemple, il y a des hôpitaux où vous avez des caméras sur le bloc opératoire. La femme en position génue pectorale, ou il y a une caméra qui se faire. Ah, ça existe. La loi, il vous oblige à détruire après 3 mois. Il vous oblige à prendre une autorisation CNDP, tout en gardant l'anonymat et la confidentialité de l'acte. Et troisième des choses, il faut un sticker où tu informes les gens et il y a une caméra qui enregistre. Consentement du patient. Et le consentement du patient aussi. Justement, dans le consentement qu'on a remis au CNDP cette semaine, fait le consentement du professionnel de la santé et fait même du patient. Parce que d'autre côté, si je fais un acte de télémédecine, il y a aussi un médecin ou un infirmier de l'autre côté qui est enregistré. Il faut qu'il donne aussi son consentement. Mais je pense qu'à travers votre société savante, il faut créer une commission de veille, surtout pour les textes de loi, pour informer les gens et monter des formations qui sont adaptées et ciblées pour tel besoin. Oui? Les conseils, en général, il faut s'y mettre en informatique. L'IA, c'est une obligation. L'IA, c'est un danger pour l'humain. Parce que l'IA, elle est très riche en informations, elle est très forte en données dans le raisonnement clinique. Le raisonnement d'IA, il connaît un déclin. Tout à l'heure, Dr Raja, quand elle a parlé, les étudiants actuellement tellement une paresse qui me chez l'IA pour générer du texte, générer des rédactions, ils n'ont plus la capacité de raisonner. Le jour où on aura une guerre, plus d'électricité, comment on va faire? C'est un danger. C'est un danger. Il faut savoir que l'IA, il est fiable à un certain moment, mais lorsqu'il va devenir autonome, ça sera un danger. Il faut savoir une chose. Vous vous rappelez l'étude qui a été publiée pendant la période Covid? Il y a une étude qui a été retirée pour le Lancet. Vous vous rappelez sur le Covid? C'était quoi le problème? C'est que la société qui a fait le travail, on a injecté 650 millions de dollars pour récupérer les bases de données du monde. Chaque hôpital, il y avait une base de données Covid. Par exemple, dans mon hôpital, j'avais le logiciel d'Xcare qui n'est pas un marocain. Donc, normalement, le code source, il est chez le fournisseur. Il peut accéder pour le logiciel parce qu'ils font la maintenance à distance. Ils ont accès à la majorité des données. L'erreur, ils se sont trompés le nom entre un hôpital en Australie et en Inde. Et quand ils ont appelé pour vérifier l'hôpital en Australie, ils ont dit non, on n'a jamais donné ça, on n'a pas ces résultats. Et c'est avéré que c'est pour cela qu'ils ont retiré l'article pour un problème de conflit d'intérêts ou problème éthique. Et ça a été un journal très connu, le Lancet. Donc la question d'éthique, ils n'ont pas d'éthique. On a l'éthique pour nous bloquer. Réellement, il faut juste respecter la loi. Éthiquement, par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, médecine de précision ou la médecine personnalisée, il y a des gens maintenant pour le clonage, ils peuvent cloner son propre corps pour récupérer des organes. D'abord, ils clonent le corps humain tout en inhibant le gène qui permet la croissance du cerveau. Je crée l'humain sans cervelle pour récupérer les organes. Il y a des gens qui font ça. La Chine, il est en avance. Mais la Chine n'a pas d'éthique. C'est pour cela qu'elle est en avance par rapport au monde entier. Nous, c'est vrai que les Français, ils ont un problème d'éthique. Nous, on suit les Français. On est en retard, mais il faut s'y mettre tout en gardant entre les yeux qu'il faut respecter la loi, préserver la santé des patients et ne pas nuire. C'est le principe. C'est très facile. D'abord, les jeunes, ils peuvent faire, je vous le jure, d'abord, qu'ils trouvent le patient, l'étudiant, le résident, le diagnostic.
Ça, sémiologie. Il a oublié sémiologie, le cours et tout. La semaine dernière, j'ai fait un test. J'ai pris le PDF qui est pour préparation de résidana. Tu connais des quiz, des cas cliniques. J'ai pris quelques cas cliniques. Qui m'a écrit le quiz. دخلته في chat GPT, il m'a donné la réponse exacte qui est J'ai juste un ajout par rapport à la question de sécurité. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait régulièrement, qui est des groupes WhatsApp. Les médecins ont un groupe WhatsApp et parfois pour demander l'avis ou là pour partager, qui a le document de le patient, tu mets le groupe WhatsApp et les médecins réagissent. Ou là, j'envoie à un collègue un document du dossier de mon malade pour son avis. Alors, ça dit que c'est éthiquement, c'est il est tweeté, par exemple, tu as le portable ou شي حاجه وخرجوا داك les documents, يتبعك المرض. Il va te poursuivre. لا بالنوبات انا كنشوفهم دايرين لو نو. وي. Un ami. supposons تسرق لك البورتابل. او لا كتصور وكتخليه في البورتابل ديالك. Alors c'est marqué quand tu transfert illégal de données à caractère personnel vers un autre pays étranger. C'était le dossier ديال le patient ديال quelqu'un en France, un ami. شوف شحال حتى 200,000 والحبس. انا j'avais une expérience donc حتى واحد المساله à laquelle on fait pas attention هذه en dehors de l'IA. Quand j'étais في la sécurité sociale, je faisais le contrôle médical. Et souvent je fais appel à des patients parce qu'ils jouent quand la contre-visite médicale. Un jour, j'ai tenu une femme voilée avec son mari. Elle avait fait une hystérectomie. J'ai tenu une autre demande de prise en charge, une autre clinique pour hystérectomie. Comment ça se fait? On a déjà payé une hystérectomie, donc il y a une patiente en train de frauder, il y a la clinique. Donc donc j'ai commencé par le maillon le plus proche l'IA, où est le patient, mais même chez la clinique. Je l'ai appelé, j'ai dit à son mari. Oui, j'ai un contrôle à te faire. Mais ton mari, est-ce qu'il peut disposer? Il dit non, moi je ne cache rien à mon mari. Là, non, moi, mon mari. Et c'était mon erreur. Mais la sagesse, c'est aussi l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas été sage. Et je lui ai dit, ça fait. Je lui ai dit, l'anecdote, tu as fait une hystérectomie. Donc, selon les termes arabes, déjà. Et la femme, elle a changé de visage. Elle a changé de visage. Alors j'ai compris, le faciès là, j'ai compris. Je lui ai dit non, apparemment je me suis trompée. خليني نعاود نشوف الدوسي. قلت لي الله يخليك هذا si tu peux sortir. راه ملي جلستي انا راني توترت وصام وخرج. قلت لي s'il te plaît انا j'ai jamais dit à mon mari راني حيدت الوالده والله غادي يطلقني غادي هذه. Et là j'ai compris jamais accepter quelqu'un d'autre. Le secret médical, c'est le secret médical. Seul le patient a le droit. Mon frère, quel que soit, quel que soit le lien de parenté, quand j'ai en aparté. Quand je fais un contrôle, c'est en aparté. Même pour le conjoint. Par exemple, si vous avez annoncé le résultat VIH positif pour la femme ou pour l'homme, est-ce que vous avez le droit de l'annoncer devant le mari ou la femme? Non, vous n'avez pas le droit. S'il ne vous donne pas l'autorisation de l'annoncer devant le conjoint, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Là, ce n'est pas votre rôle. Le secret médical, c'est le secret médical. C'est le secret médical. C'est le patient. Là, c'est le secret médical. Ça appartient au patient. En tant que médecin, vous n'avez pas le droit. Bien le patient. Il est contaminé. Multiple, oui. Il va contaminer.
C'est juste pour justifier que l'anonymat, je ne vais pas annoncer le diagnostic. Mais légalement, je n'ai pas le droit. Tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas agir. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Parce que d'abord. Là, quand c'est maladie à déclaration obligatoire, tu fais la déclaration obligatoire les instants. Juste une chose. Il y a la seule brèche. Alors, il faut savoir une chose. Vous n'avez pas le droit de demander la sérologie sans l'accord du patient. Là, vous n'avez pas le droit. Là, je sais. C'est pas légal. Là, c'est pas légal. Tout ce qu'on fait avec consentement du patient. Ouais. Là, est-ce que vous m'autorisez, chauffe? Parce qu'une fois, on a l'exemple. Une fois, parce que le patient, comme dans le je ne présente pas, c'est un problème. L'étranger, avant de toucher un patient, tu te présentes, je suis Flan. Est-ce que vous m'autorisez à toucher votre corps? Alors, un examen sans le consentement, c'est une agression. Comme l'exemple simple. L'exemple, vous avez des gendarmes qui vous ramènent un couple de jeunes mineurs. Ils disent ensemble, vérifiez si la jeune elle est vierge. C'est un vrai problème. Le code de l'OMS et des Nations Unies, tout examen des organes génitaux sans la permission, sans l'autorisation de la personne, c'est une agression sexuelle. Comment tu peux t'en sortir? Est-ce que tu accuses la personne d'une agression? Non, je ne l'accuse pas. Donc, tu vas mettre je ne peux pas l'examiner parce que la patiente il refuse. Et normalement, il doit être accompagné. Même l'examen d'un mineur, c'est interdit la loi sans la présence d'un tuteur. Moins de 18 ans, ne le touche pas. C'est la loi. Là, un tuteur. Un tuteur. Des lycéens qui sont gynéco, ils sont examinés. Ils n'ont pas le droit. C'est très dangereux. Tout ce qu'on fait là, beaucoup de choses qu'on fait dans la pratique médicale, d'abord, ils essaient de tirer le maximum les médecins en les menaçant ou beaucoup de choses. Voilà, il faut organiser des formations avec les juristes. Bien sûr. Il consentement. Oui. Bien sûr, il faut expliquer au patient ce que vous allez lui faire. Bien sûr. Oui, il faut le faire. Wallah, il faut le faire. Le consentement digitalisé. S'il clique deux fois sur la mention, le dossier médical informatisé, il est cliquable. C'est-à-dire le consentement, il se passe sur le portable, il clique deux fois. Une fois, il clique deux fois, c'est qu'il a donné le consentement. Il suffit que le médecin, il pense le troll, et il fait la demande de consentement. Ça vient comme un message, cliquable deux fois. Une fois, il clique, c'est bon. Les consultations ils sont lentes au Canada. Parce que Canada, ils ont des référentiels qu'ils respectent. 1 heure de consultation, il faut aller consentement, mais c'est une consultation qui est très bien payée. C'est pire, c'est pire. Parce que le juge. Le juge. Le juge. الناس اللي مشاو دابا داروا السيان بيومتريك ما كانش حل avec toutes ces étapes يقول لك بما انه دار السيان بيومتريك c'est qu'il est devenu vous savez انه ملي دارت لا ان ار تي لو نومبر دو سمارت فون عندنا في المغرب لقات لو طو دو سمارت فون اكثر من لو نومبر دو بوبولاسيون pour dire بانه لقات بان la couverture en internet en smartphone parmi les plus élevés l'utilisation de WhatsApp عندنا parmi les plus élevés. Celui qui envoie un message vocal sur WhatsApp, il est capable de faire un consentement. La consultation avec un patient ou le fait de répondre à un patient par WhatsApp, ça engage la responsabilité médico-légale. Dirof belkom. Je vous explique. Le cas un patient pour un problème cardiaque, il s'est trompé des doses. Il a continué à prendre la dose d'anticoagulant. l'INR dialo وصل 8 وسيتي لا بيريود العيد لو chirurgien n'a pas vu le WhatsApp
ou quand nous avons des échanges avant, c'est marqué vu. Je vous le jure, il a la responsabilité engagée. Puisque tu as échangé avec lui avant, tu es dans l'obligation de faire de la surveillance par WhatsApp. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Après, il n'a pas vu le WhatsApp, il ne voit plus le WhatsApp. C'est une responsabilité. Il a fait une hémorragie complication. Il a poursuivi le chirurgien. Moi, heureusement, toujours le juge qui dit avec sursis. Mais l'essentiel, on est engagé 1000%. Chauffe, non, c'est au stade. Il vaut mieux avoir une solution sécurisée. Je pense que je dis comme au niveau MG Maroc, pensez à avoir une convention avec un organisme qui vous offre des solutions de télémédecine ou de téléconsultation sécurisées parce que le paiement, il va venir. Il faut se préparer pour le remboursement. Bien sûr, une solution de télémédecine ou téléconsultation, télésurveillance, que vous voulez. Bien sûr, téléconsultation. Téléconsultation. Consultation, on a fait le patient. C'est 4 actes. La téléconsultation, la téléexpertise, c'est-à-dire il a sorti de sahbek et il interprète une radio ou la ECG ou là, ça s'appelle la téléexpertise. La télésurveillance, c'est-à-dire le WhatsApp bino le patient ou la régulation médicale. Là, réguler le remboursement. Par exemple, déjà que le patient dans ton cabinet, au Briti un avis cardio. Sur le champ, au lieu d'envoyer le patient se balader, tu peux rentrer en collaboration avec un autre collègue cardiologue à distance, tu fais la téléconsultation, tu as même échographe connecté, tu peux le poser ou orienter, il regarde, c'est double mirror, qui chauffe ce que tu fais, il va te répondre, il t'envoie la prescription digitalisée, la même chose qu'on va faire maintenant d'ici le Qdam, c'est en ligne, le pharmacien va délivrer l'ordonnance. C'est la même chose. Tu peux garder le patient chez toi dans ton cabinet avec un avis spécialiste sans faire déplacer le patient. C'est un acquis. Pourquoi je vais envoyer mon patient ailleurs? Je risque de le perdre. Le médecin requérant ou le médecin requis? Le médecin requérant, il est remboursé ou le médecin requis dans la vie, ça va rembourser. Avec MG Maroc, on peut faire des tests. Des tests qui sont publiables. Et faire une preuve au niveau de l'ANAM et l'assurance maladie, voilà, on peut faire ça. Il faut un remboursement parce que tu fais un effort. C'est du temps perdu pour garder le patient. Par exemple, vous êtes à Zagoura, vous n'avez pas de cardiologue. Vous demandez un cardiologue sur Agadir, ou sur Casa, ou sur Rabat, ou Tanger. Alors, vous avez rendu service à la sécurité sociale, aux malades. Vous devez être remboursé. Parce que c'est un effort de plus. Mais il faut que ça soit équipé. On peut voir, par exemple, des gens qui ont des solutions, faire un essai. Là, c'est des systèmes sécurisés. Là, c'est de sécuriser. C'est des connexions. Là, vous avez le téléphone. Sinon, vous n'allez pas utiliser le téléphone. Là, chauffe. Ah, bien sûr. Mais ça. Un frein. Les solutions, elles doivent être sécurisées. Parce que quand tu es un fournisseur, qui a une ligne sécurisée, qui a des connecteurs, des appareils qui sont sécurisés, ou dire le test. Le but, c'est un frein. La cybersécurité, c'est une obligation, mais ce n'est pas un frein. Merci. Marhaba, avec grand plaisir. Bien sûr, on peut même vous ramener des solutions, testez vous-même pour voir. Parce que le cabinet de médecine générale, il doit changer. Il doit être connecté. Pourquoi quand on médecin de famille? Médecin de famille, tu dois connecter tout le monde, toutes les spécialités. داكشي قال لي الموزير غيولي الطبيب كيمشي عند المريض هذا هو سميتو سي كوا كتدخل في التليفون ديالو il a une solution ou il y a une solution de télémédecine validée, sécurisée, tu vas l'utiliser. Mais pas de WhatsApp. Oui. Normalement, ils vont le mettre à la disposition des praticiens. Le but final, c'est la facturation. Un acte sur le champ vérifiable. Quand l'ordonnance est délivrée, il y a une traçabilité, surtout sur le plan pécunier. Il y a une dariba. Chauffe. Par exemple, les actes leaders ou les bilans. Chauffe. L'essentiel,
il faut anticiper. Ah, bien sûr, une obligation. Bien sûr, une obligation. Et là, pourquoi ils ont obligé les pharmaciens à récupérer le ticket modérateur, la différence? Ça veut dire que la CNSS engage avec les pharmaciens de les rembourser dans les 15 jours qui suivent la délivrance de l'ordonnance. La CNSS rate pirata. Ce n'est pas un handicap. Je ne peux pas arrêter le traitement. Non. Je ne peux pas arrêter. Mais vous savez, au Cédra, on peut pirater le téléphone. Je vais dire le dar. L'écran que tu as à la maison, il montre les caméras de détection de mouvement. Je te fais quatre fois pour dire pas de personne dans la chambre. Alors, il y a des capteurs de détecteur de mouvement, il n'y a plus personne. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup.